raconte. Christophe Ondelatte. Voici une affaire criminelle belge. Une tuerie survenue à Visé, dans le nord de la Belgique, en avril 2014, et qui a fait 3 victimes, dont un petit garçon de 9 ans. Au début, on a cru que le moteur du tueur, c'était une histoire de fesses. Mais c'était une histoire d'argent. C'est souvent l'un ou l'autre. Pour débriefer cette affaire, je ferai appel tout à l'heure à maître Stéphanie Moore, qui était avocate de la partie civile dans ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Visé est une petite ville francophone du nord de la Belgique, au-dessus de Liège, au bord de la Meuse, à quelques kilomètres de la frontière avec les Pays-Bas. Nous sommes le vendredi 18 avril 2014, il est un peu plus de 10 heures du soir. Appel à toutes les patrouilles. Fusillade rue Bernaud. Je répète, fusillade rue Bernaud. Les policiers qui sont en patrouille foncent sur place, armes au poing. Ils arrivent rue Bernaud et ils tombent sur un carnage. Un carnage. Sur le trottoir, un homme et une femme qui baignent dans des mares de sang. L'homme ne bouge plus, mais la femme gémit. Et il y a un enfant. Il y a un enfant d'une dizaine d'années, du sang coule de sa tête comme d'un robinet. Son petit corps est secoué de spasmes. C'est une image terrible, insupportable, inoubliable. Un policier s'approche de la femme. « Madame ? Madame, vous m'entendez ? J'ai mal au dos. Je sens plus mes jambes. Les secours vont pas tarder à arriver, madame. Vous avez vu celui qui vous a fait ça ? Oui. Il est arrivé près de mon mari. Il lui a dit « Tu me reconnais ?» Et puis il a tiré. Et vous, madame, vous l'avez reconnu ? Non. Moi, je l'ai pas reconnu. Les secours arrivent, mais trop tard. L'homme meurt dans le trajet vers l'hôpital. Et la femme mourra au bloc opératoire. Et l'enfant, ma foi, il est déjà mort. Lui s'appelait Benoît Philippens. Il avait 36 ans. Et elle, c'était sa femme, Carole. Carole Ed, elle avait 38 ans. Et le petit garçon s'appelait Esteban, il avait 9 ans. C'était le filleul de Carole. Il venait passer le week-end chez sa marraine. Et ils rentraient tous les 3 du restaurant. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose ? Oui, la voisine. C'est elle qui a appelé la police. On a entendu des explosions avec mon mari. Comme des pétards. Et par la fenêtre, on a vu un homme quitter la maison des Philippines. Vous pourriez le décrire, cet homme ? C'était un homme plutôt petit. Il était habillé en sombre et mon mari l'a vu rentrer dans une voiture et partir en trombe sans phare. Une berline sombre, elle aussi. C'est tout ce qu'on a vu. La description n'est pas très précise. Heureusement, le quartier, qui est assez chic, est truffé de caméras. À cause des cambriolages à répétition, presque toutes les maisons en sont équipées, dont la maison juste à côté de celle des Philippines. La caméra est orientée vers la rue, elle n'a pas pu filmer la tuerie. Mais c'est bon, on la regarde. La voiture du tueur arrive à 21h48, tu vois là ? Elle s'arrête juste en face de la maison des Philippines. Après, plus rien ne bouge jusqu'à 22h18. Et 30 secondes d'ailleurs. Et là, voilà la Skoda des Philippines. Et moins de 2 minutes plus tard, regarde, à 22h19 et 24 secondes, la voiture du tueur repart tout feu éteint. Ouais. Malheureusement, on voit pas l'immatriculation. Non. On voit pas non plus la marque d'ailleurs, trop sombre. Mais dans les heures qui suivent, un expert parvient à identifier le modèle.
Ah, pour moi, c'est une BMW série 5. Ancien modèle, je dirais. Des BMW série 5 anciens modèles, il y en a 30 000 en Belgique. Ça ressemble, vous en êtes d'accord, à une exécution, façon mafia. Et ça se confirme quand s'achève l'autopsie des 3 corps. Bon, j'ai compté 3 balles tirées en pleine poitrine sur le monsieur, à une distance, je dirais, de 3 mètres, un tir groupé. 3 balles aussi tirées dans le ventre de madame. Et alors, beaucoup plus étonnant, une seule balle, mais en pleine tête, sur le petit garçon. En pleine tête. Un gamin. Mais pourquoi tant de haine? Le tueur a tiré 7 balles en tout, du 9 mm. Et comme on a retrouvé 7 douilles sur la scène de crime, eh bien toutes les balles ont trouvé leur cible. C'est du travail de pro. C'est un tueur à gages. Sauf que quand les policiers vont interroger les proches du couple, à mon avis, il y a une erreur de casting. Enfin, c'est pas possible autrement. Enfin, je connaissais bien Benoît et Carole. C'était des gens tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Ils avaient rien à voir avec le grand banditisme du tout, je vous jure. Et le pauvre petit Esteban, enfin, vous croyez qu'il était dans le banditisme? Des gens normaux. Vous croyez que ça existe, ça, les gens normaux? Moi, pas trop, L'expérience, que voulez-vous? L'expérience. Et donc, les flics se rencardent sur ce couple normal. Des banquiers, tous les deux. Enfin, lui était directeur d'une agence de la BNP, et elle travaillait dans la même banque, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés à la machine à café il y a 5 ans. Ils se sont plu, ils se sont mariés, c'était leur 2e mariage à tous les deux. Pas d'enfants, d'où l'investissement affectif de Carole pour son filleul Esteban. Donc jusque-là, normalité totale. Mais, en allant à l'agence BNP où ils travaillaient tous les deux, en interrogeant les employés, les policiers découvrent que Benoît Philippens, comment dire, il était compétent, ça. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais qu'est-ce qu'il nous mettait comme pression, Il était très exigeant, très exigeant. Et quand ça allait pas comme il voulait, il rentrait dans de ses colères homériques. Et puis il y avait pas que ça. C'était, comment dire, un homme très entreprenant, quoi, dans tous les domaines. C'est-à-dire, madame, expliquez. Mais c'est un show, quoi, monsieur Philippens. Enfin, c'était un show. Avec les femmes, il pouvait être très lourd. Dans l'agence, elles vous le diront toutes, Avec monsieur Philippens, on évitait les décolletés, vous voyez. C'était pas un homme qui vous regardait dans les yeux, quoi. Nous, à l'agence, on était habitués, mais avec certaines clientes, parfois ça pouvait coincer. Quand il recevait une cliente dans son bureau, si elle avait une jupe ou encore mieux un décolleté, c'était le loup de Tex Avery, vous voyez, monsieur Philippens. Donc, le monsieur normal était un chaud lapin. Plus que ça d'ailleurs, c'était un harceleur. D'après les employés de la banque, quand une femme se refusait à lui, il lui envoyait des centaines de messages, jusqu'à ce qu'elle cède. Et beaucoup d'ailleurs s'en sont plaintes auprès de la hiérarchie. Les policiers de la police judiciaire vont fouiller dans le téléphone et l'ordinateur de Benoît Philippens. Et à partir de ses mails, des SMS et des appels, ils dressent la liste de ses maîtresses. Il y a quelques employés de la banque, mais il y a surtout beaucoup de clientes. Et en face, ils font la liste des cocus. Parce que c'est une piste, ça. Et pour l'instant, c'est même la seule. Un cocu qui vient régler son compte à l'amant de sa femme. Alors il les convoque.
un par un défilé de cornus, qui ne comprennent pas d'ailleurs ce qu'ils font là, bien sûr. Alors, monsieur, pourriez-vous me dire ce que vous faisiez dans la soirée du vendredi 18 avril? Le 18 avril? Mais pourquoi vous me demandez ça? C'est pas le soir où le banquier et sa femme ont été tués? Avec le gosse, là? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Pas d'inquiétude, monsieur, mais c'est une question de routine. Répondez. Et pourquoi j'irais tuer un banquier, d'abord? Personne ne vous accuse de ça, monsieur. Néanmoins, veuillez répondre, s'il vous plaît. Et après, on vérifie leur alibi. Ils en ont tous. Et on arrive à la fin de la liste des cocus. Chou blanc. À ce moment-là, les policiers reçoivent un coup de fil d'un cadre de la BNP à Bruxelles. Dites-moi, je voulais vous informer que nous avions été saisis il y a quelque temps d'un problème entre Monsieur Philippens et des clients de notre banque. Un conflit qui portait sur un crédit qu'il leur avait refusé. Ah ah! Dites-moi, c'est très intéressant ça. Comment ils s'appellent ces gens? Monsieur et Madame Troiano. Anna Maria et Amedeo Troiano. C'est une embrouille qui remonte à il y a 3 ans. Les Troiano avaient dans l'idée d'ouvrir un salon de coiffure. Ils avaient besoin d'un crédit, 175 000 €. Et donc, ils ont pris rendez-vous avec Carol Head, qui a trouvé le dossier solide. Oh, je pense que ça posera pas de problème, hein, messieurs, dames, ça. Ça devrait passer facilement, vous avez une bonne assise financière. Bon, je vous tiens au courant, mais considérez que c'est fait, hein. Sauf que quelques semaines plus tard, c'est le patron qui prend la suite. C'est Benoît Philippens qui les reçoit dans son bureau. Et il leur refuse le crédit. Est-ce que ça ne serait pas ça, le petit moteur du crime? Une histoire d'argent plutôt qu'une histoire de fesses. En général, chez les humains, c'est soit l'un, soit l'autre. Le problème dans cette histoire de refus de crédit, c'est qu'entre-temps, sur la foi de la promesse de Carol Head, les Troiano ont signé un bail pour leur salon de coiffure. Et ils ont commandé pour 50 000 € de matériel. C'est leur deuxième salon de coiffure en vérité. Le premier marche assez bien. Celui-là, ils voulaient y pratiquer des soins pour le corps et y mettre des cabines à bronzer. Bon, il n'y a rien de pire pour la peau, mais en 2011, c'est à la mode. Bref. Et donc, quand l'autre leur refuse le crédit que sa femme leur avait promis, les Troiano se retrouvent coincés, ruinés en vérité. C'est terrible. Ils sont obligés de vendre leur premier salon de coiffure et ensuite leur maison, obligés d'aller s'installer chez leurs parents. On ne le dit pas assez, les petits entrepreneurs sont comptables sur leur denier personnel. Ils sont ruinés, ils sont sur la paille, ils sont exsangues. Eux qui venaient à peine de sortir la tête de l'eau. 10 ans plus tôt, Amedeo Troiano a connu le chômage. Son usine a été délocalisée. Ce salon de coiffure, le premier, et maintenant le second, c'était leur revanche. Ça pourrait être ça le petit moteur de ce crime sordide. La revanche. La rancœur. Alors, dans un premier temps, les Troiano ont voulu attaquer la banque en justice. Mais Carol Head ne leur avait donné qu'un accord verbal dont ils n'avaient pas de traces. La demande a été rejetée. Alors ils ont contacté les journalistes de la presse locale et ils ont eu droit à 2 articles. Et puis mettez-vous à leur place, ils ont retourné toute leur rancœur contre le couple de banquiers. Ils se sont mis à leur écrire, à les assommer de messages. On a trouvé un SMS dans le téléphone de Carol Head. Madame Head, juste une simple question. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Dites-le-moi parce que il y va de la santé de tout le monde. Je pense que vous avez très bien compris. C'est un SMS de menace. C'est donc une piste très sérieuse.
Surtout qu'en consultant leurs fichiers, les policiers de la PJ s'aperçoivent qu'Amedeo Troiano a un petit passé. Écoute ça! Il y a 10 ans, donc il avait quoi, 25 ans, le type est condamné pour un cambriolage, des faits de violence et des carjacking. Le carjacking, c'est un sport qui consiste à débarquer, en principe masqué, dans une voiture à l'arrêt, d'en éjecter le conducteur, plus ou moins poliment, et de se carapater avec sa voiture. À propos, qu'est-ce qu'il a comme voiture, Amedeo Troiano, aujourd'hui? Voyons voir. Ah! Une BMW série 5, ancien modèle. Comme la voiture de l'assassin. Le 13 mai 2014, 3 semaines après la tuerie, les policiers débarquent chez les Troiano. Enfin, pas chez eux, puisqu'ils n'ont plus de maison, chez ses parents à lui, où ils vivent désormais. Ils fouillent la maison et ils confisquent l'ordinateur d'Amedeo Troiano, qu'ils envoient sur le champ à des experts. Bon, comme tu me l'as demandé, j'ai examiné l'ordinateur, là. Alors d'abord, il a subi un reformatage, un reformatage de son disque dur le 20 avril. Tiens, 2 jours après la tuerie. Mais c'est bon, je suis parvenu à retracer l'historique des recherches sur Internet. Donc 5 semaines avant l'événement sur lequel vous enquêtez, là, il a effectué une recherche au sujet d'un certain Benoît Philippens. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Il voulait savoir où il habitait. Au commissariat, Amedeo Troiano est interrogé là-dessus. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. J'aurais jamais pu tuer des gens. Et surtout pas un enfant, j'en ai moi aussi des enfants. Mais vous avez un passé, monsieur Troiano. Vous avez des condamnations pour des faits de violence. C'est des erreurs de jeunesse. Et des condamnations d'ailleurs disproportionnées. Totalement injustes. Et ces recherches, monsieur Troiano, que vous faites sur Google, concernant le domicile de monsieur Philippens, vous les expliquez comment? J'avais affaire à lui, c'est tout, je voulais juste connaître un peu mieux le bonhomme. De toute façon, le soir des faits, le 18 avril, j'étais même pas en Belgique, j'étais en Allemagne. Et pourquoi étiez-vous en Allemagne, monsieur Troiano? Je me suis disputé avec ma femme. Alors je suis parti en claquant la porte et pour me changer les idées, je suis allé voir un cousin que j'ai à Stuttgart, en Allemagne. Et à quelle heure êtes-vous arrivé là-bas? J'y suis arrivé vers 10h du soir. Vous pouvez vérifier, Oh, on va le faire, monsieur Troiano. On va le faire. Le cousin en question est restaurateur à Stuttgart. Des policiers vont l'interroger. Ah oui. Oui, c'est vrai, j'ai vu Amedeo débouler dans mon resto comme ça, sans prévenir, à l'heure de pointe en plus, comme d'habitude. Bon, j'étais pas trop content, mais oui, il est venu. Mais c'était pas du tout le vendredi à 22h. Ah non. Amedeo, il s'est pointé le samedi, vers 11h30, midi. Autrement dit, le lendemain de la tuerie. Et donc il a eu tout le temps de commettre le crime, de rentrer chez lui, se changer, et de faire les 5 heures de route qui le séparent de Stuttgart. Son alibi ne tient pas. Il devait s'en douter d'ailleurs. « 5 mois après le meurtre, Amedeo Troiano est donc maintenant placé en garde à vue. Et comme il a compris que son alibi ne tient plus, il en trouve un autre. D'abord, vous devez savoir qu'il y a 2 ans, je suis, tombé en dépression. Et je prends des médicaments pour ça. Donc d'abord, dans mon état, je peux pas entreprendre grand-chose, vous voyez. Et je voulais me balancer à cette époque-là. Je voulais avaler tout ce que j'avais comme médoc. Et en finir, quoi. Et ça, je vous en ai pas parlé la dernière fois, c'est rapport à ma femme. Je voulais pas qu'elle sache. Et donc, ce soir-là, j'ai avalé tous les médicaments que j'avais sur moi, et je suis tombé dans le coltard, quoi.
Et quand j'ai émergé, il était quoi, 5 heures du matin, et là, j'ai pris la route de Stuttgart pour aller voir mon cousin. Pour me changer les idées, quoi. Un alibi entièrement invérifiable. Dans la foulée, le juge d'instruction qui vient d'être chargé de l'enquête sur la tuerie organise une reconstitution aux abords des lieux du crime. Et il fait venir Amedeo Troiano et sa voiture, sa BMW. Bien, monsieur Troiano, vous mettez au volant, donc, et vous vous dirigez vers le domicile des victimes. Allez-y. Il démarre, et il va tout droit, sans hésiter, jusqu'à la rue Bernaud, sans hésiter. Et les policiers filment son arrivée avec une caméra. Et le film est immédiatement comparé aux images tournées par la caméra de surveillance le soir du drame. Monsieur Troiano, venez voir. Vous voyez là ? Les deux voitures se ressemblent. Elles se ressemblent en tout point. Et regardez, les jantes sont les mêmes. Et puis regardez la vitre arrière. Et elle est teintée, vous avez remarqué, sur les deux voitures. Regardez. Bah ouais, d'accord. Mais des BMW série 5 avec la vitre arrière teintée, il y en a plein. Possible. Mais tout de même, quelle coïncidence. Là-dessus, tombe une avalanche d'éléments qui accusent Troiano. D'abord, les résultats des analyses effectuées sur ses vêtements, ce qu'il portait le jour du crime. On a trouvé des traces de poudre. Je suis formel. Et il s'agit de poudre issue d'une arme à feu. Explication de Troiano là-dessus. Je suis allé à la fête foraine. Et j'ai tiré à la carabine. J'ai même failli gagner une peluche. Vous avez une arme, monsieur Troiano? Une arme? Avec des enfants à la maison? Bien sûr que non, que j'ai pas d'arme. Ensuite, tombent les résultats des analyses complètes de son ordinateur. Il pensait avoir effacé la mémoire en la reformatant, mais non. Il reste toujours des traces. Et les spécialistes de l'unité informatique de la police fédérale belge ont fini par extraire des informations très intéressantes. Quelques jours avant le drame, cet ordinateur, son ordinateur, s'est connecté au réseau Wi-Fi d'une salle de sport de la rue Bernaud. Et au cours de cette connexion, donc, il a fait une recherche sur Google Maps. Il cherchait à se rendre en Allemagne. Tiens, comme par hasard. Mais l'élément le plus confondant vient de son téléphone portable. Un policier de la PJ a visionné la totalité des photos et des vidéos de son portable. Et il est tombé sur un truc de fou. Une vidéo que sans doute il a tournée sans s'en rendre compte. Ça arrive à tout le monde, ça. On fait pas attention, on appuie sur le mauvais bouton, ça tourne, et vous vous retrouvez avec un film interminable du plafond. Ou un film de vos pieds. Cette vidéo dure 59 minutes et 59 secondes, donc presque 1 heure. Elle date de février 2013, 1 an avant la tuerie. Donc regardez bien, et attendez la bonne surprise. Donc au début, l'appareil filme le plafond, là. Et puis là, vous voyez, il l'attrape, et on voit sa femme qui est en pyjama, vous voyez, assise sur son lit. Attendez, ça vient, regardez. Oh! Incroyable! La main de Troiano qui tient un pistolet, un semi-automatique Smith & Wesson 9 mm. Et ensuite, on le voit glisser l'arme sous son oreiller. La scène dure 4 secondes, pas plus, il ne fallait pas la louper. Et après, il pose son téléphone sur la table de nuit, et il filme à nouveau le plafond. Quand on pense que ce type prétendait ne jamais avoir eu d'arme. Le gros menteur! Cette vidéo, évidemment, les policiers la montrent à Troiano. Vous reconnaissez cette femme, monsieur Troiano? Oui, c'est ma femme. Bien. Et cette main-là, vous la reconnaissez? Oui. C'est la mienne.
Excellent, monsieur Troiano. Et ce pistolet-là, vous le reconnaissez? Voyons comment il va se dépatouiller. Rassurez-vous, il se dépatouille. Ah ouais. C'est mon pistolet. On me l'a volé au cours d'un cabriolage l'année dernière. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Et il donne la date de ce cambriolage. Et pas de chance, c'était avant le tournage de cette petite vidéo. Il a réponse à tout. Sans être, vous en conviendrez, très convaincant. Mais ça vous donne une idée du bonhomme. Il n'avouera pas, il n'avouera jamais, tout l'accuse, mais il n'avouera pas. Et c'est en l'état que le dossier part devant la cour d'assises. Le procès d'Amedeo Troiano s'ouvre le 6 février 2017 devant les assises de Liège. Il encourt la prison à perpétuité. Et ses avocats n'ont pas d'autre choix que de plaider l'innocence totale, puisque c'est la position qu'il défend. Avec des arguments d'ailleurs. Je fais observer ici que Madame Aide, qui connaissait Amedeo Troiano, ne l'a pas reconnu au moment où on l'interroge après le crime. Et je fais observer par ailleurs que les témoins de la tuerie, qui ont vu le tueur s'enfuir, l'ont décrit comme étant petit. Alors que mon client, vous le voyez dans le box, mesure 1,92 m et pèse 120 kilos. Et enfin, vous remarquerez que les vêtements que M. Troiano portait le soir des faits, et qu'il n'a pas à laver, n'ont révélé aucune tache de sang. Alors que quelqu'un qui tire 7 fois et qui est assez proche des victimes aurait eu forcément du sang sur lui. Mais lui, Amedeo Troiano, refuse de s'expliquer. Le procès dure 3 semaines. Il l'annonce le 5e jour. Je fais savoir à la cour que, à dater d'aujourd'hui, je refuse de répondre à toutes les questions qui me seront posées. Je ne m'expliquerai plus. Ce procès est aussi marqué par le défilé des maîtresses de la victime et de toutes celles que Benoît Philippens a tenté de séduire au cours de sa carrière de séducteur harceleur. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, puisqu'il s'agit de la victime. L'un des avocats de la famille s'en insurge, bien sûr. Enfin, nous ne sommes pas ici pour faire le procès des victimes. C'est vrai. Mais c'est un élément du dossier d'instruction. Or, les jurés, vous devez le savoir, n'ont pas accès au dossier d'instruction. Et donc, il est du devoir du président de la cour d'assises de faire vivre le dossier d'instruction à l'audience. Même si pour les parties civiles, c'est terrible. La honte vient s'ajouter à leur peine. Le 23 février 2017, Amedeo Troiano est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Benoît Philippens et pour le meurtre de Carole Aide et du petit Esteban. Dans les 2 derniers cas, les jurés n'ont pas retenu la préméditation. En Belgique, on ne peut pas faire appel d'un verdict de cour d'assises, et donc la condamnation d'Amedeo Troiano est définitive. Mais lui maintient qu'il est innocent. Alors depuis sa prison, il multiplie les recours. D'abord devant la Cour de cassation, rejeté, et puis devant la Cour européenne des droits de l'homme, encore rejeté. Et cette histoire, nous allons la débriefer maintenant avec vous, maître Stéphanie Moore. Vous êtes avocate de la partie civile, vous défendiez dans ce dossier les intérêts de la famille de Benoît Philippens. Est-ce que c'est vous d'ailleurs qu'on entend surgir comme ça au moment où défilent les maîtresses de monsieur Philippens pour dire on fait pas le procès de la victime? C'est moi, bien évidemment, qui surgit à ce moment-là. Donc, j'ai assisté de la famille Philippens de A à Z dans le cadre de cette procédure. Et bien évidemment, je m'insurge à un moment donné lorsque l'on fait le procès de la partie civile. Je ne peux accepter qu'on salisse l'honneur
au-delà de ce qui est admissible. Vous devez savoir que lorsque l'on a procédé à l'audition des différents témoins, tous les témoins ont dit exactement la même chose, à savoir que, oui, Monsieur Philippens était entreprenant, mais dès que la victime de ces harcèlements, on va dire ça ainsi, montrait qu'elle ne souhaitait pas aller plus loin, Monsieur Philippens immédiatement s'arrêtait. Mais vous comprenez évidemment la logique du président de la cour d'assises qui fait vivre son dossier d'instruction. C'est-à-dire, on peut pas passer sous silence le côté entreprenant, harceleur de la victime. Oui, c'est normal. C'est tout à fait logique qu'on doit également voir cette partie-là du dossier parce que c'est une des possibilités pour déterminer qui est l'auteur des faits. C'est tout à fait logique. Mais on ne peut pas aller au-delà de certaines choses. Et je me suis insurgée à un moment donné où un témoin racontait des éléments qui étaient tout à fait contraires par rapport au dossier. Et cela, je n'ai pas pu l'accepter. Et c'est à ce moment-là, bien évidemment, que je me suis insurgée. Après, vous auriez pu dire, moi je trouve que c'est toujours un bon argument, que les gens normaux, cette fameuse mystification n'existe pas en vérité. Chacun fait sa vie comme il le souhaite. Chacun vit sa vie privée avec le consentement de l'autre partie comme il le souhaite. C'était leur vie privée, point. Dans votre esprit, est-ce qu'il y a un risque au moment de ce défilé de maîtresse et donc de l'évocation de la vie de Tréchaud Lapin de Monsieur Philippens, que ça vienne atténuer, en quelque sorte, la responsabilité de Troiano? Non, parce que toute l'enquête a été faite par les verbalisants, une enquête très fouillée et très approfondie a été faite systématiquement, et je n'ai aucune crainte de ce côté-là, parce que la seule raison qui peut conduire à l'assassinat de mon client, c'est l'affaire Troiano en tant que telle, c'est ce crédit qui a été refusé. Alors, Amedeo Troiano fait donc le choix pendant toute l'instruction de ne pas avouer, et pendant le procès, il va même au-delà, il refuse même de répondre aux questions qu'on lui pose. D'après vous, pourquoi? Je pense que très simplement, Monsieur Philippens, Monsieur Troiano, au départ était fort coopérant dans la mesure où il essayait d'expliquer un certain nombre de choses, et puis il s'est rendu compte que tout ce qu'il disait se retournait systématiquement contre lui. Donc à un moment donné, il a pensé qu'il était beaucoup plus judicieux de se taire plutôt que de continuer à annoncer tout et n'importe quoi. Moi, je pense que ça n'était pas judicieux. Quoi qu'il en soit, il aurait pris perpète compte tenu de la boucherie de ce qu'il a fait. Mais ça n'est pas judicieux, parce que lui, il a aussi une histoire à raconter qui peut toucher un peu le cœur des jurés. L'histoire de ce salon de coiffure, c'est votre pire ennemi à vous. Je veux dire, c'est une histoire, malgré les horreurs qu'il a commises, qu'on perçoit comme un traumatisme légitime. C'est évident que c'est un traumatisme réel. Il fallait surtout assister à l'audition de l'épouse de Monsieur Troiano, qui, elle, a littéralement tout perdu dans le cadre de ce dossier. Elle a perdu son mari, qui se trouve en prison. Elle se retrouve logée chez ses beaux-parents et elle doit travailler au-delà de ce qui est nécessaire pour pouvoir faire face aux différentes obligations. Alors justement, tiens, elle, son épouse, parce que ce qu'on voit dans la vidéo, c'est que elle est là sur le lit, hein, et que vous l'avez vu, vous, la vidéo, et que surtout en Belgique, on projette tout sur grand écran. J'ai assisté à des procès là-bas, c'est assez différent en France. Donc vous avez vu la vidéo, et elle est là sur le lit quand il planque le 9 mm sous l'oreiller. Donc elle sait qu'il a une arme. Oui, elle le sait, mais elle va nier, elle va essayer de le protéger du mieux qu'elle peut. Il n'a jamais été question de la mêler à tout ça? Non, il n'a jamais été question de la mêler à tout ça. Elle n'a joué qu'un rôle assez minime quelque part, puisque elle, la seule chose qu'elle a voulu, c'était obtenir ce fameux crédit commercial, et puis c'est tout. Donc, elle connaissait son intention? Non. Non. Cette pauvre dame ne faisait que de travailler du matin au soir et du soir au matin. Donc, à aucun moment dans l'esprit de vos clients, il faut la mêler à tout ça. C'est lui. C'est lui et lui seul, oui. Alors lui, vous aussi, vous le connaissez. Vous l'avez vu au cours de ce procès, de la reconstitution, etc. Lui, il est... c'est quoi? C'est un égo surdimensionné pour passer de la légitime souffrance de quelqu'un qui s'est vu refuser un crédit et qui est ruiné à une tuerie qui va jusqu'à tuer d'une balle en pleine tête un petit gamin de 9 ans. C'est absolument épouvantable ce qui s'est passé là. Maintenant, vous décrire la personnalité de Monsieur Troiano, même les psychiatres qui ont été amenés à l'examiner se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui était assez narcissique et qui ne développait pas nécessairement beaucoup de sentiments. C'est parce qu'il est narcissique qu'il n'avoue pas.
C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais imaginez quand même ce qu'il a fait, il n'y a pas de mot pour ça, puisqu'il va commencer par abattre mon client, et puis il va se rendre compte que Madame Ed est présente et qu'elle a sûrement vu quelque chose, donc il faut l'abattre aussi, et puis il se rend compte en bout de course qu'il y a un petit bout qui était là, qui était caché dans la voiture, parce que lui ne pensait qu'à rentrer chez sa marraine. C'est la première fois qu'il venait dormir d'ailleurs chez sa marraine. Et ce petit bout, il est sorti de la voiture en se bouchant très certainement les oreilles en voyant ce qui se passait, et d'un seul coup, du haut du crâne, on lui a mis une balle dans la tête. C'est absolument épouvantable. C'est là que on ne peut plus du tout comprendre. C'est-à-dire le ressentiment orienté vers évidemment Monsieur Philippens et Madame Ed. On voit le moteur, le gamin on comprend pas. Là, le type a basculé. Il a basculé littéralement, mais il devait effacer tout témoin potentiel. Le gamin avait tout vu, et donc par voie de conséquence, il pouvait donner également des informations. J'ai une question à vous poser concernant le refus de crédit. Est-ce qu'on sait pourquoi lui refuse au Troiano un crédit qu'a priori sa femme avait accordé? Je pense que ce sont les analyses bancaires et les analyses des différents éléments qui ont conduit la banque à refuser un tel crédit. Il n'assurait plus les différents quotas nécessaires pour pouvoir redonner le crédit. Est-ce qu'on a, parce que je ne vous entends pas contester l'idée que Madame Ed ait verbalement donné son accord pour ce crédit. Il y a eu un consensus là-dessus? Ça apparaît dans le dossier. Il apparaît dans le dossier que Madame Ed a donné un accord verbal en disant que ça devait passer. Maintenant, Madame Ed n'est jamais que la première employée qui reçoit la demande de crédit. La demande de crédit est analysée, bien évidemment, par la banque. Et c'est la banque elle-même qui va donner son accord sur base des différents éléments qu'elle va aller rechercher sur base des banques Carrefour et autres données. Donc il n'y a pas de suspicion quant aux motivations du refus de crédit de la part de Monsieur Philippens, qui pourrait être lié à des tas de choses, des règlements de compte qu'ils pouvaient avoir avec eux, ou peut-être l'envie de séduire Madame, ou etc. Non, il y a absolument... En droit, le refus de crédit il tient debout, quoi. Le refus de crédit tient tout à fait debout si l'on tient compte des différentes difficultés financières, etc. Donc la situation n'était pas rose pour eux, et donc la banque a examiné les différentes conditions, a examiné le dossier financier pour voir si oui ou non il pouvait être donné le crédit sollicité. Il ne rentrait pas dans les conditions, donc voilà. J'ai adoré parler avec vous, maître Stéphanie Moore, avocate de la partie civile dans cette affaire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.